L'odeur métallique de la peur flottait lourdement dans l'air au-dessus des plages de Normandie. Un goût amer mêlé au salpêtre et à la poudre. Juin 1944. Les forces alliées avaient pris d'assaut les plages, s'enfonçant à l'intérieur des terres avec courage et détermination, mais chaque centimètre de terrain était payé au prix du sang. Au-dessus du crépitement incessant des fusils et du rugissement lointain de l'artillerie, un autre son imprégnait tout, un murmure constant et insidieux qui semblait se moquer des efforts de chaque soldat. C'était le vent, un adversaire capricieux et invisible qui déviait les balles, déformait les cris et transformait chaque tir calculé en un pari contre le destin. Imaginez la scène, le sable taché de carmin, l'air épais de fumée et les appels désespérés des hommes. Vague après vague, ils avançaient, chaque soldat étant un phare de bravoure face à un ennemi retranché et brutal. Les défenses allemandes, astucieusement positionnées et férocement gardées, crachèrent le feu sous tous les angles. Les mitrailleuses claquaient comme des machines à coudre démoniaques, lacérant la chair et l'espoir. Les mortiers pleuvaient, transformant la terre ferme en cratères explosifs. Chaque ombre semblait cacher une menace, chaque pause dans le combat un prélude à un nouveau carnage. L'ampleur du conflit était écrasante, une implacable machine à broyer l'esprit et la chair humaine. Mais au milieu de cette symphonie infernale de destruction, quelque chose de beaucoup plus subtil mais tout aussi dévastateur jouait son rôle. Ce n'était pas le rugissement d'un moteur de char ou le cri d'un bombardier Stuka. C'était le souffle même de l'Atlantique, balayant la côte exposée, tourbillonnant à travers le bocage et dansant au-dessus des champs ouverts. Ce n'était pas une douce brise, c'était une tempête de forces invisibles, un vent de travers implacable et imprévisible qui se moquait de la précision. Pour les snipers, les tireurs d'élite, les hommes dont la mission dépendait d'une précision absolue, ce vent était un tourment. C'était une main invisible qui poussait leurs balles hors de leur trajectoire, transformant des morts certaines en erreurs angoissantes et leurs tirs les plus cruciaux en échecs frustrants. Comment combattre un ennemi que l'on ne peut pas voir, un adversaire qui ne respecte ni uniforme, ni stratégie, ni courage? Ce n'était pas seulement un inconvénient mineur, c'était un cauchemar stratégique. Chaque rafale signifiait une fraction de pouce, un pied, parfois des mètres de déviation sur de longues distances. Dans une guerre où des pouces signifiaient la différence entre la vie et la mort, entre la victoire et la défaite, ce phénomène naturel se révélait aussi mortel que n'importe quel nid de mitrailleuses allemand. La question n'était pas de savoir si le vent était un facteur, mais comment il était possible de le surmonter. Comment un soldat, armé d'un fusil et d'une lunette, pouvait-il tenir compte d'un balai atmosphérique qui changeait à chaque seconde qui passait? Comment pouvait-il percer le voile de l'indifférence de la nature et atteindre la cible, alors que l'air lui-même semblait conspirer contre eux? C'était le défi impossible, l'ennemi invisible qui hantait les pensées des commandants et des fantassins, transformant la bataille déjà brutale pour la Normandie en quelque chose d'encore plus désespéré, d'encore plus vain. C'est une histoire que peu ont entendue, un récit sur la façon dont un homme a osé regarder l'invisible et l'a transformé en sa plus grande arme. L'ennemi invisible, cependant, était loin d'être la seule menace. Tandis que le vent tourmentait chaque soldat, un danger plus tangible et immédiat guettait l'avancée alliée, les éclaireurs blindés allemands, les Panzeraufklärungsabteilung. Il ne s'agissait pas d'unités de reconnaissance standard, c'étaient les yeux et les oreilles de la Wehrmacht, souvent équipés de véhicules blindés rapides ou même de chars légers, capables de s'infiltrer profondément en territoire allié. Leur mission était simple, mais dévastatrice. Identifier les concentrations de troupes alliées, les positions d'artillerie et les lignes de ravitaillement, puis retransmettre ces renseignements cruciaux au commandement allemand. Le résultat? Des contre-attaques dévastatrices, des tirs d'artillerie parfaitement ciblés et des embuscades qui saignaient les forces alliées à mort. Imaginez la frustration. Les unités alliées avançaient, sécurisant une position pour qu'une poignée de ces éclaireurs insaisissables se faufile à travers les lignes. De loin, ils observaient, calculaient, puis disparaissaient, laissant derrière eux une traînée de mort et de confusion. Les neutraliser était primordial, un impératif stratégique pour protéger les flancs vulnérables de l'invasion. Mais ici, le vent capricieux de Normandie devenait leur protecteur silencieux. Un sniper, couché, ajustant soigneusement la portée et l'élévation, devait ensuite faire face à des rafales qui pouvaient pousser une balle de plusieurs mètres hors cible sur une longue distance.
Ce qui était un tir assuré dans un champ calme devenait une devinette hasardeuse sur cette côte balayée par le vent. D'innombrables vies alliées ont été perdues, des avancées critiques paralysées, tout cela parce que ces éclaireurs opéraient avec un bouclier invisible, un phénomène naturel qui rendait les techniques conventionnelles de tir de précision pratiquement inutiles. La frustration montait et les listes de pertes s'allongeaient. Les commandants protestaient contre l'incapacité à localiser ces menaces insaisissables, mais personne n'avait de réponse. Il semblait que l'air même de Normandie conspirait contre eux. Mais au milieu du désespoir et des pertes croissantes, une silhouette solitaire observait non pas avec frustration, mais avec une intensité presque sereine. Le soldat Elias Vance n'était pas votre soldat typique. C'était un homme tranquille, modeste, avec des yeux qui semblaient absorber plus qu'ils ne révélaient. Avant la guerre, Vance n'était pas un fermier du Kansas ou un ouvrier d'usine de Détroit. C'était un passionné de météorologie, un expert autodidacte des configurations atmosphériques des plaines balayées par le vent du Montana. Ayant grandi dans un paysage où le vent pouvait arracher la peinture d'une grange ou aplatir un champ de blé en quelques minutes, il avait développé une intuition presque mystérieuse pour ses courants, ses caprices, son pouvoir caché. Pendant que d'autres enfants jouaient au baseball, Vance construisait des anémomètres avec de la ferraille, traçant la vitesse du vent et enregistrant méticuleusement comment les changements de pression affectaient tout, d'un tourbillon de poussière à une tempête lointaine. C'était le genre de personne qui pouvait sentir une tempête arriver des heures avant l'apparition du premier nuage, non pas grâce à un bulletin météo, mais par le changement subtil de l'air, la façon dont les feuilles chuchotaient, l'odeur de pluie à l'horizon. Ses camarades soldats, pour la plupart des citadins ou des ruraux, le trouvaient souvent excentrique, voire un peu bizarre. Il parlait de densité de l'air et de l'effet Coriolis, avec la même passion que d'autres réservaient au pin-up ou à un repas chaud. Il riait, l'appelait « Vance la bourrasque », puis l'ignorait, considérant ses observations méticuleuses comme les manies inoffensives d'un solitaire. Mais Vance n'était pas seulement en train d'observer, il internalisait, construisant une base de données mentales de physique atmosphérique qui allait bientôt être soumise au test le plus brutal imaginable. Alors que la situation se détériorait, les positions alliées étant harcelées sans relâche par les éclaireurs blindés allemands, Vance savait qu'il devait parler. Il aborda le capitaine Thorn, un vétéran grisonnant dont le visage était une carte des batailles menées et des victoires remportées. Thorn était un homme de stricte doctrine militaire, un croyant des tactiques de manuel et des méthodes éprouvées. Vance, avec son intensité tranquille, exposa son idée radicale. « Capitaine, commença-t-il, sa voix basse mais ferme, nous nous battons contre le vent mais nous devrions l'utiliser. » Thorn haussa un sourcil, une lueur d'agacement traversant son visage fatigué. Vance poursuivit, expliquant sa théorie de tirer dans le vent. Pas littéralement, bien sûr, mais de calculer sa déviation précise, non pas comme une force à laquelle résister, mais comme un composant à intégrer au tir. Il proposa un système, un ensemble complexe de variables qui tenait compte de la vitesse, de la direction, de la température et même de l'humidité du vent pour prédire exactement de combien une balle serait déviée, puis de viser délibérément à l'opposé de cette déviation, permettant au vent de guider la balle vers sa véritable cible. C'est comme viser là où le vent veut que la balle aille, plutôt que là où nous voulons qu'elle aille, conclut Vance, les yeux fixés sur Thorn. Thorn le fixa, un moment de silence planant lourdement entre eux, ponctué seulement par le bruit sourd lointain de l'artillerie. Puis, un rire lent et incrédule lui échappa. « Soldat Vance, dit-il, secouant la tête, vous me dites que vous voulez tirer autour des coins avec un fusil? Ce n'est pas de la tactique, mon garçon, c'est de la folie. Nous menons une guerre, pas une expérience scientifique. Mes hommes meurent là-bas parce que nous ne pouvons pas obtenir un tir propre, et vous parlez de balai atmosphérique. Soyez réaliste, Vance. Ce n'est pas un film hollywoodien où les balles se courbent à votre volonté. C'est la Normandie. Nous avons besoin de résultats, pas de théories sur les forces invisibles. » Il rejeta l'idée de Vance, la qualifiant de diversion dangereuse, de gaspillage de munitions précieuses et de temps encore plus précieux. Le concept était trop bizarre, trop éloigné de la sagesse conventionnelle. Personne n'avait jamais entendu parler d'une telle chose, et dans la structure rigide du commandement de guerre, une idée non prouvée et folle était souvent pire qu'aucune idée. Vance quitta la tente de Thorn ressentant la piqûre familière du rejet, mais pas de la défaite. Il comprenait le scepticisme. Son idée semblait effectivement impossible.
Mais il comprenait aussi le vent, et il savait avec une certitude qui défiait la logique qu'il avait raison. Les conséquences immédiates de sa proposition furent un défi de doute et un ridicule subtil. Les ressources étaient rares, et l'idée d'allouer des munitions précieuses à une expérience de courbure du vent était impensable. D'autres soldats, ayant entendu parler de la conversation de Vance avec Thorne, plaisantaient sur le fait qu'il essayait d'abattre un ouragan ou de viser la Lune. Il était souvent assigné à des tâches de routine, tenu à l'écart des positions de sniper de première ligne, où il sentait que ses compétences pourraient faire la différence. Ces demandes d'outils d'observation spécifiques, même un anémomètre plus avancé, étaient accueillies par des regards vides ou des refus polis. Pourtant, Vance persistait. Pendant ses heures de repos, quand d'autres dormaient ou essayaient d'oublier les horreurs de la journée, il était dehors, observant. Il improvisait des anémomètres avec des matériaux récupérés, une bande de toile attachée à une branche, la fumée d'un feu lointain, même la façon dont les herbes hautes se balançaient. Chaque murmure, chaque tourbillon, était un point de données dans son étude implacable et solitaire. Son carnet rempli d'équations et de diagrammes énigmatiques devint son bien le plus précieux, un témoignage de sa conviction inébranlable. Le ridicule, cependant, était un compagnon constant. Toujours en train de parler au vent, Vance, se moquait un caporal donnant un coup de pied dans la poussière près de son poste d'observation improvisé. Peut-être que tu devrais lui demander de te ramener à la maison. Vance les ignorait simplement, son objectif inébranlable. Il était souvent relégué à des positions moins critiques, au service de garde sur des flancs calmes, ou à des tâches qui le maintenaient loin de l'endroit où ses compétences uniques auraient pu être nécessaires. On lui attribua un fusil plus ancien et quelque peu usé, jugé suffisant pour la pratique de tir, certainement pas pour la précision exigée contre les éclaireurs blindés insaisissables. La munition était distribuée avec parcimonie, chaque projectile étant une denrée précieuse, rendant les tirs expérimentaux un luxe qu'il pouvait à peine se permettre. Les complexités techniques de sa méthode étaient immenses. Il ne s'agissait pas seulement de connaître la vitesse du vent, il s'agissait de prédire ses changements subtils, ses accalmies soudaines, ses courants trompeurs qui pouvaient changer en un instant, surtout sur la côte imprévisible de Normandie. Il devait tenir compte de la densité de l'air, des gradients de température et même de l'effet Coriolis, des facteurs que la plupart des snipers considéraient comme non pertinents, s'ils y pensaient même. Ce n'était pas seulement du tir, c'était un calcul constant en temps réel, un balai mental de physique et d'intuition. La pure force mentale nécessaire pour faire confiance à ces calculs fous, pour viser délibérément loin de la cible, était un défi psychologique en soi. Chaque fibre d'un sniper entraîné criait de viser droit. Vance devait faire taire cet instinct enraciné, le remplaçant par une foi presque aveugle en sa propre science non conventionnelle. C'était une tâche solitaire et exaspérante de croire en une force invisible plus qu'en la cible visible. Alors vint le jour où l'impossible devint inévitable. Une grande percée alliée vers Saint-Lô était en train de vaciller. Les éclaireurs blindés allemands, plus audacieux que jamais, opéraient impunément, utilisant leur mobilité supérieure et la couverture des vents agités pour identifier les positions d'artillerie alliées. 3 batteries critiques avaient été réduites au silence en quelques heures, et l'avancée s'était arrêtée. Le capitaine Thorne, le visage sombre, faisait les 100 pas dans sa tente de commandement. Des équipes de snipers conventionnelles avaient été déployées, mais les rapports étaient toujours les mêmes. Vent trop fort, incapable d'obtenir un tir propre. Les éclaireurs étaient trop rapides, trop distants, trop bien protégés par la main invisible de la nature. Le désespoir commençait à s'installer, une prise de conscience rampante que cette section du front pourrait céder. Le désespoir engendre l'innovation, ou du moins la volonté d'essayer n'importe quoi. Thorne, avec un soupir lourd, se souvint de la proposition extravagante de Vance. C'était un coup de dé, un dernier recours avant la retraite. « Amenez-moi Vance » aboya-t-il, regrettant presque les mots dès qu'ils sortirent de sa bouche. Vance arriva, silencieux comme toujours, son fusil en bandoulière, son carnet usé serré dans sa main. Thorne pointa une carte. « Vous voyez ces coordonnées, soldats ? 3 groupes d'éclaireurs blindés, se déplaçant rapidement. Ils nous démolissent. Pouvez-vous faire quelque chose ?» Son ton était chargé de scepticisme, frisant le défi, un appel désespéré à un miracle auquel il ne croyait pas. Vance étudia la carte, puis regarda le terrain lointain, balayé par le vent. Il sentit l'air, goûta le sel,
observa les lointaines lignes d'arbres. Il ne vit pas seulement les positions ennemies, mais les courants invisibles qui coulaient entre elles. « Oui, capitaine, dit-il, sa voix calme. Je crois que je peux. » Il demanda une position surélevée spécifique, surplombant une large étendue de terrain ouvert où le vent était particulièrement féroce et imprévisible. C'était une demande audacieuse, le plaçant dans un endroit très exposé. Mais Thorn, à court d'options, accepta à contre-cœur. Les vies de ces hommes et le succès de toute l'avancée étaient en jeu. Depuis son perchoir précaire, Vance se positionna. Il ne regarda pas seulement à travers sa lunette, il ne fit qu'un avec l'environnement. Il éparpilla de la poussière, observa la fumée s'éloigner d'une ruine fumante, regarda même le vol des mouettes, tout cela alimentant son modèle interne. Le vent hurlait, fouettant son uniforme, menaçant d'arracher ses calculs de son esprit. Il prit une respiration profonde et mesurée, son cœur battant fort non par peur, mais par l'immense pression de ce moment. C'était ça, tout ce en quoi il croyait, tout ce qu'il avait méticuleusement observé et calculé, dépendait des prochaines minutes. Le sort de 22 éclaireurs blindés, et potentiellement de l'avancée alliée, reposait sur ses épaules. À travers sa lunette, il les repéra. 3 groupes distincts d'éclaireurs blindés, un total de 22 véhicules, se déplaçant avec une efficacité professionnelle, leurs antennes se dressant comme des appendices d'insectes métalliques. Ils étaient loin, presque au-delà de la portée effective de son fusil, et le vent était une bête rugissante, déchirant le paysage. Il fit ses derniers ajustements, cliquant sur les cadrans de la lunette. Non pas de la manière conventionnelle, mais d'une manière qui aurait semblé totalement dénuée de sens à n'importe quel observateur. Son point de visée n'était pas sur les éclaireurs, mais significativement en avant d'eux, et follement sur le côté, une trajectoire apparemment impossible. C'était comme s'il visait l'air vide, comptant sur la main invisible du vent pour guider sa balle précisément là où il voulait qu'elle aille. Chaque instinct criait contre cela, mais Vance resta ferme. Il pressa la gâchette. Le tir claqua, une réplique sèche contre le gémissement du vent. Pendant une longue et agonisante seconde, rien ne se passa. Puis, à travers sa lunette, Vance vit. Le premier éclaireur blindé du groupe tressaillit, son moteur s'arrêtant avec un panache de fumée noire. Le véhicule dévia puis s'immobilisa. Aucun impact visible, pas d'explosion spectaculaire, juste un silence soudain et mystérieux. Il rechargea, ajusta et tira à nouveau. Un autre éclaireur, à 100 mètres de là, subit le même sort, et encore, un par un avec une précision méthodique presque chirurgicale, les éclaireurs blindés s'arrêtèrent. Pas de cris, pas de tir de riposte, pas de tentative désespérée d'identifier le tireur. Ils disparurent simplement. Depuis les lignes alliées en contrebas, les soldats regardèrent dans un silence stupéfait. Ils virent les véhicules allemands, auparavant si agiles et menaçants, cesser simplement de bouger. 22 éclaireurs blindés, rendus inertes, leurs équipages neutralisés avec une furtivité presque surnaturelle. Le capitaine Thorn, observant à distance, baissa ses jumelles, la mâchoire tombante. La mâchoire du capitaine Thorn, précédemment relâchée par l'incrédulité, se serra maintenant avec une compréhension grandissante, presque craintive. Il n'était pas le seul. Un silence était tombé sur les lignes alliées, remplaçant la cacophonie habituelle de la guerre. Les soldats, qui quelques instants auparavant se préparaient à une autre attaque blindée dévastatrice, fixèrent maintenant les véhicules allemands immobiles, leurs radios crépitant de rapports perplexes. « Ils se sont simplement s'arrêtés », bégaya une voix dans les communications. « Aucun engagement, pas de tir de riposte, juste inerte. » Le silence était profond, brisé seulement par le murmure incessant du vent, qui semblait maintenant moins un tourment qu'un complice. Thorn se précipita vers la position de Vance, escaladant la pente précaire. Il trouva le soldat rangeant calmement son équipement, son visage dépourvu de triomphe, juste une satisfaction tranquille. « Vance, haleta Thorn, qu'est-ce qui vient de se passer au nom de Dieu ?» Vance leva les yeux, ses yeux portant la sagesse d'un homme qui avait vu l'invisible. « Le vent, capitaine, » déclara-t-il simplement. Il a livré le message. L'impact tactique immédiat était indéniable. L'avancée vers Saint-Lô, auparavant paralysée et saignant, eut soudainement de l'air. L'avantage de reconnaissance allemand, qui avait été si débilitant, fut neutralisé. L'ennemi, totalement déconcerté, ne pouvait pas comprendre ce qui venait de se passer. Ils signalèrent des snipers fantômes ou des pannes mécaniques inexpliquées à leur commandement,
incapable de saisir qu'un unique et modeste soldat américain avait transformé la nature même en une arme. Les 22 éclaireurs blindés, autrefois une menace formidable, gisaient en silence, un témoignage d'une méthode jugée folle quelques heures auparavant. Initialement, Thorne, luttant toujours contre l'impossibilité pure de ce qu'il avait vu, tenta de rationaliser. « Un coup de chance, Vance », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour le soldat. Mais au fond, une graine de doute avait été plantée, une pointe de respect réticent. Il ordonna à Vance de rester en service actif, mais avec une nouvelle directive tacite, observer. Vance reçut plus de liberté, de meilleurs équipements et, surtout, des munitions. Il n'était pas célébré, pas encore, mais il n'était pas non plus ridiculisé. Il était observé, et Vance continua de livrer. Jour après jour, sous des conditions de vent variables, contre différentes cibles, sa méthode de la balle de vent se révéla d'une efficacité dévastatrice. Les patrouilles allemandes, les convois de ravitaillement, même les postes d'observation éloignés, commencèrent à subir des pertes inexpliquées. La tendance était indéniable. Chaque fois que Vance était déployé, les cibles disparaissaient avec une précision mystérieuse, souvent sans que l'ennemi ne réalise qu'il était attaqué avant qu'il ne soit trop tard. L'argument du « coup de chance » s'effondra rapidement sous le poids d'un succès reproductible et impossible. La nouvelle commença à se répandre, non pas par les canaux officiels, mais par les murmures des soldats sur les lignes de front. « Tu as entendu parler de Vance ?» demandait l'un à l'autre dans les tranchées. « Le gars qui tire sur le vent ?» Les histoires grandissaient, embellies à chaque récit, mais la vérité fondamentale demeurait. Le soldat Vance faisait quelque chose qu'aucun autre sniper ne pouvait faire. Il n'atteignait pas seulement des cibles, il les faisait disparaître. Les pertes parmi les éléments avancés, alliés, en particulier ceux vulnérables à la reconnaissance allemande, commencèrent à montrer un déclin notable dans les secteurs où Vance opérait. Ce n'était pas une anomalie statistique, c'était une tendance vérifiable. Le capitaine Thorne, homme de pragmatisme, ne pouvait ignorer les résultats. Il commença à désigner Vance pour les missions les plus critiques et les plus affectées par le vent. Plus encore, il commença à observer silencieusement les méthodes de Vance, essayant de comprendre les calculs arcaniques, la connexion presque spirituelle que le soldat semblait avoir avec les courants d'air invisibles. Thorne, auparavant l'incarnation de la pensée militaire conventionnelle, se vit lentement, presque imperceptiblement, changer de perspective. Il voyait la réduction des pertes alliées, la démoralisation chez l'ennemi et la nouvelle confiance chez ses propres troupes. La méthode Vance ne fut pas officiellement adoptée du jour au lendemain. La bureaucratie se meut lentement, surtout en temps de guerre, mais la nécessité est mère de l'invention, et dans le creuset brutal de la Normandie, les solutions non conventionnelles trouvaient souvent un terrain fertile. D'autres snipers, initialement sceptiques, puis curieux, commencèrent à chercher Vance. Ils l'observèrent de loin, essayant de déchiffrer ses points de visée particuliers, ses observations presque rituelles de l'environnement. Vance, toujours l'enseignant tranquille, expliquait patiemment, non pas avec un jargon scientifique complexe, mais avec des exemples pratiques, reliant le comportement du vent à la déviation d'une plume ou à l'ondulation dans une flaque d'eau. Il leur a appris à sentir le vent, à comprendre ses nuances, à cesser de lutter contre lui et à commencer à l'adopter. Bientôt, de petits groupes de snipers, initialement de manière non officielle, commencèrent à intégrer des éléments de la technique de Vance dans leur propre répertoire. Ils n'avaient peut-être pas pleinement compris la physique complexe, mais ils saisissaient le principe « viser avec le vent, pas contre lui ». Des anémomètres improvisés, semblables aux bandes de toile grossières de Vance, commencèrent à apparaître dans les positions de snipers. L'effet fut profond. Une diminution mesurable des missions de reconnaissance allemandes réussies fut observée dans de plus larges sections du front. Les éclaireurs blindés, autrefois si audacieux, devinrent plus prudents, leurs mouvements moins prévisibles, sachant qu'une main invisible pourrait les attendre. Vance lui-même resta largement inchangé par sa renommée nouvelle, bien que discrète. Il n'a jamais cherché la gloire, jamais vanté ses succès. C'était un soldat faisant son devoir, un homme appliquant sa compréhension unique pour sauver des vies. Il préférait la solitude de ses postes d'observation, la communion tranquille avec le vent, à la camaraderie du mess. Son uniforme, souvent poussiéreux et usé, n'affichait aucun insigne spécial, aucune médaille pour bravoure au-delà de l'équipement standard. C'était un héros anonyme, une force silencieuse de la nature elle-même,
façonnant le champ de bataille avec une maîtrise quasi mystique sur les éléments. Au fur et à mesure que la guerre progressait, la méthode Vance devint moins une légende murmurée et plus une partie acceptée, bien qu'encore quelque peu mystérieuse, de l'entraînement des snipers. Elle n'était pas enseignée dans les manuels officiels, mais elle se répandait de bouche à oreille, des vétérans chevronnés aux nouvelles recrues. Les histoires de magiciens du vent et de courbeurs de balles devinrent une partie du folklore de l'avancée alliée. Les taux de perte pour les unités de reconnaissance avancées du côté allié continuaient de chuter, tandis que l'efficacité contre les éclaireurs ennemis montait en flèche. Ce fut une révolution silencieuse, née de l'esprit d'un soldat excentrique et forgée dans le creuset désespéré de la guerre. Vance, cependant, ne resta pas sous les feux de la rampe. Fidèle à sa nature et peut-être lassé des calculs sans fin et de la sombre réalité de la guerre, il finit par retourner à l'anonymat d'où il venait. Après la victoire alliée, il ne chercha pas les défilés ni les éloges. Il rentra simplement chez lui, un homme tranquille avec une vie d'observation des forces invisibles du monde. Son histoire, cependant, résonne bien au-delà des champs de bataille de Normandie, portant une leçon profonde pour nous tous. C'est un témoignage du pouvoir de défier l'ordre établi, de regarder au-delà de l'évidence et de faire confiance à votre propre perspicacité unique, même lorsque le monde vous traite de fou. Vance voyait le vent non pas comme un obstacle, mais comme un système complexe et dynamique. Là où d'autres voyaient dans le chaos, il reconnaissait des schémas. Là où les commandants exigeaient la force brute, il recherchait une compréhension élégante. Sa folie était en fait une forme plus profonde de bon sens, une volonté d'interagir avec la réalité selon ses propres termes, plutôt que de lui imposer des notions préconçues. Combien de fois dans nos propres vies avons-nous rejeté une idée non conventionnelle, une voie tranquille, simplement parce qu'elle ne s'intégrait pas parfaitement dans nos cadres existants? Combien de fois luttons-nous contre le vent du changement ou du défi, au lieu d'apprendre à exploiter sa puissance? L'héritage d'Elias Vance est non pas gravé sur des monuments de pierre ou célébré lors de grands défilés. Il est tissé dans le tissu de la stratégie, un murmure silencieux transmis par des générations de tireurs d'élite qui ont appris à lire l'air. C'est un rappel que la véritable innovation surgit souvent des endroits les plus inattendus, de l'observateur silencieux, de l'individu persistant qui ose penser différemment, qui voit le potentiel là où d'autres ne voient que des problèmes. Il incarnait l'esprit d'ingéniosité américain, la volonté de trouver une solution, aussi bizarre qu'elle puisse paraître au début. Pensez-y. Le succès des débarquements en Normandie, les vies sauvées, l'avantage stratégique acquis, tout cela dépendait du refus d'un homme d'accepter l'impossible. Il a transformé un adversaire naturel en allié, faisant de l'air même de la bataille une arme silencieuse. Quelles forces invisibles sont en jeu dans votre propre monde? Quels défis affrontez-vous qui pourraient être surmontés, non pas en les combattant de front, mais en comprenant et même en adoptant leur dynamique cachée? Rejetez-vous vos propres perspectives uniques, vos idées folles, parce qu'elles ne sont pas conformes à la norme? Le parcours de Vance nous rappelle que parfois, les problèmes les plus complexes ont les solutions les plus simples et les plus non conventionnelles. Il faut du courage pour défendre ses convictions, surtout lorsque tout le monde doute de vous. Il faut de la persistance pour perfectionner une idée qui semble absurde aux autres. Mais les récompenses, comme l'histoire l'a démontré, peuvent être monumentales. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à un obstacle insurmontable, pensez au soldat Elias Vance. Souvenez-vous du tranquille passionné de météorologie qui a vu le vent non pas comme un ennemi, mais comme une force à comprendre, à maîtriser. Osez regarder le monde avec des yeux neufs. Osez faire confiance à votre propre perspective unique. Car parfois, les vérités les plus puissantes se trouvent dans l'invisible, et les plus grandes victoires sont remportées par ceux qui sont assez courageux pour tirer dans le vent. Si cette histoire d'ingéniosité et de persévérance a résonné en vous, cliquez sur le bouton « J'aime ». Nous aimons connaître vos réflexions, alors dites-nous dans les commentaires ci-dessous quelles forces invisibles avez-vous appris à maîtriser dans votre propre vie, ou quelles idées non conventionnelles avez-vous poursuivies contre toute attente? Et si vous voulez découvrir d'autres histoires incroyables et inédites de courage et d'innovation qui ont façonné notre monde, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne. Votre prochaine.